Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur une question que vous m'avez beaucoup posée. Comment les fusils ont pu remplacer les arcs? Et plus que ça, comment les premiers fusils tout nuls ont pu remplacer des arcs et des arbalètes qui étaient super efficaces à la même époque? Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais cette question, elle est super cool en fait, parce qu'elle permet à elle seule de comprendre comment fonctionne l'histoire, tout simplement. Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes si curieux de savoir. Déjà, partons du commencement, on va faire un peu d'historique du fusil. Mais avant de poursuivre, un mot sur notre partenaire du jour, c'est de nouveau Inconi, un outil qui vous aide à reprendre le contrôle sur vos données personnelles. Alors vous le savez maintenant, le savoir, c'est le pouvoir. Et sur internet, on utilise des données personnelles en permanence pour tout et n'importe quoi, depuis nos simples données démographiques jusqu'à nos informations financières ou médicales. Le problème, c'est que ces données, elles sont souvent très mal protégées et régulièrement, elles sont récupérées et vendues au plus offrant. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des tonnes de spam ou des arnaques à n'en plus finir, voire des appels de démarchage. Et c'est là qu'intervient Inconi. Ils font de la surveillance de bases de données d'informations personnelles pour pouvoir supprimer les vôtres. Comme la réglementation européenne est assez carrée sur le sujet, eh bien ils peuvent facilement s'appuyer sur la loi pour protéger vos infos. Mais alors, me direz-vous, pourquoi éviter que des données personnelles ne soient revendues à n'importe qui? Eh bien en fait, ça limite le nombre d'entreprises qui possèdent des infos sur vous, donc déjà, vous êtes moins exposé au marketing ciblé, ou encore aux arnaques ou aux usurpations d'identité, le jour où vos infos se retrouvent dans des fuites de données. Donc c'est plutôt pas mal. Récemment, comme ça, j'ai une amie qui a été victime d'une arnaque avec un faux conseiller de sa banque qui l'a appelé avec toutes ses informations bancaires et celles de la banque. Et voilà, c'est exactement à ça que sert Inconi, éviter que ces informations ne traînent trop facilement sur internet. En plus de ça, Inconi peut vous permettre de surveiller plusieurs adresses mail et postales à la fois et sur la durée, parce qu'il s'assure régulièrement que vos infos personnelles restent en dehors du marché en répétant et en automatisant les vérifications. Bien entendu, vous avez un code promo Inconi, 60% de réduction sur l'abonnement annuel, avec le lien en description ou avec le code Icarius pour surveiller vos données qui ont pu fuiter et éviter de vous faire arnaquer. Ça me semble plutôt intéressant. Bref, je vous mets toutes les infos en description pour vous renseigner, profiter de mon offre et ainsi aider la chaîne tout en améliorant votre sécurité, c'est plutôt pas mal. Et puis, bon, ça m'est bien utile, donc vraiment n'hésitez pas. Sur ce, on retourne à notre sujet du jour. Pour ça, on va aller ensemble un peu en arrière, juste avant l'utilisation des armes à feu en Europe. Nous sommes donc au milieu du Moyen-Âge et les arcs et les arbalètes dominent très largement les champs de bataille, même si on trouve encore ça et là des lanceurs de javelots et des frondeurs. À ce moment-là, on est globalement entre le XIIe et le XIIIe siècle, c'est l'époque des croisades, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste, Saint-Louis, tout ça. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle des croisades parce que la poudre noire est déjà présente au Moyen-Orient dans des grenades. Et on voit apparaître dès la fin du XIIIe siècle des armes expérimentales à poudre comme des genres de canons et des torpilles. Ouais, parce qu'au Moyen-Orient, à cette époque, on a des sources de torpilles, des trucs pour les bateaux, quoi. Et le pire, c'est que ça fonctionne plutôt bien cette histoire, mais on verra ça un autre jour. Bref, donc après le XIIIe siècle, les armes à poudre noire arrivent progressivement sur les champs de bataille d'Europe. Il y a plusieurs modèles, de taille plus ou moins impressionnante, et dans un premier temps, ça balance surtout des boulets en pierre. Il y a plusieurs systèmes de mise à feu également, parce que les mecs en ces temps-là, comment vous dire que c'est le début, du coup ils testent un peu tout et n'importe quoi, mais là aussi je ferai un épisode sur les débuts de l'artillerie un jour si ça vous intéresse, vous allez voir, c'est incroyable. Et un peu bizarre aussi. Les armes à feu personnelles arrivent à la fin du Moyen-Âge. Ce sont d'abord des sortes de mini-canons, on appelle ça un trait à feu parce que tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. Pour faire tirer ça, on a deux servants, un qui tient l'arme et un qui tient la mèche. Bien vite, on se rend compte qu'une seule personne peut faire les deux trucs à la fois parce qu'il a deux mains, en fait, hyper pratique. Et puis on peut y mettre un petit système mécanique tout simple qui tient la mèche avec une queue de détente pour allumer la poudre. Et c'est comme ça que l'arquebuse apparaît. C'est donc d'abord ce qu'on appelle un modèle à mèche, c'est-à-dire que la poudre est allumée grâce à une mèche incandescente pour que le coup puisse partir. Très vite, ces machins deviennent à la mode et les armées s'équipent progressivement. Est-ce que ça veut dire que les arbalètes et les arcs disparaissent des champs de bataille? Eh bien, pas du tout. Ils vont perdurer encore 2 siècles, mais là je vais un peu vite. Au XVIe siècle, l'époque de François Ier, des guerres de religion et Henri IV, les armes à feu continuent à prendre une part de plus en plus importante sur les champs de bataille. Les canons se perfectionnent, et les Français sont plutôt bons à ce jeu-là. Parce que ouais, des trucs qui font beaucoup de bruit, beaucoup de fumée et beaucoup de dégâts. Après tout, on est des gens simples, nous autres. J'aime me battre. Les armes individuelles ne sont pas en reste puisque les arquebuses deviennent plus pratiques, plus maniables, plus perfectionnés. Les pistolets font aussi leur apparition, avec un système à mèche d'abord. En gros, à ce moment-là, c'est juste une mini-version des arquebuses. Autre invention importante de l'époque, la platine à rouet. C'est un nouveau système de mise à feu sur les armes individuelles qui consiste en un mécanisme d'horlogerie qui fonctionne un peu comme un briquet moderne. On fait des étincelles par frottement, les étincelles enflamment la poudre et paf, ça fait des chocs à pic.
Et nous voici au début du XVIIe siècle, l'époque de Louis XIII et des Trois Mousquetaires. L'arquebuse est toujours présente, mais on a aussi une généralisation du mousquet dans les armées. Le mousquet, c'est un peu comme l'arquebuse, sauf que c'est une version plus longue, plus lourde, et avec une portée et une précision plus importante. On voit même apparaître à ce moment-là les premiers fusils de tir de précision, même si bon, à l'époque, le tir de précision c'est assez relatif, hein, on parle plutôt de tir commandé. Et en ce début du XVIIe siècle, un autre système de mise à feu commence à se développer de plus en plus, la platine à silex. Alors ça a plein de noms différents, hein, mais je fais simple, l'idée c'est de faire frapper un silex, qu'on met juste ici, sur une pièce de métal, ça, qu'on appelle une batterie, ça fait des étincelles, ça allume la poudre en dessous, pif paf pouf, le coup part. Et quelques décennies après, à la fin du XVIIe siècle, l'époque de Louis XIV, la platine à silex est devenue la norme de l'armement individuel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de fusil, tout simplement parce que c'est un des noms de la pièce de métal sur laquelle vient frapper le silex. On appelle ça une batterie ou un fusil. Ouais, je sais, je suis un peu un cachottier, j'avais gardé mon petit suspense sur le nom, ouais. Bon, ça va, vous suivez? Je fais un truc un peu en accéléré là. L'armement de cette époque, les noms bougent pas mal et c'est pas facile à suivre parfois. D'ailleurs, à propos de suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au compte Insta, c'est jamais perdu et ma transition était superbe. D'ailleurs, la forme du fusil telle qu'on la connaît et qui est devenue la norme, ici sur un modèle impérial, eh bien c'est une invention française. Ce sont des ingénieurs français qui ont proposé ça à Louis XIV sur des fusils de chasse, et les mecs ont trouvé ça tellement pratique que tout le monde a copié le truc, et qu'aujourd'hui, encore plus de 2 siècles après, les fusils ont toujours la même forme. Bref, début du XVIIIe siècle, ça y est, globalement, en Europe, les fusils et les pistolets ont remplacé les arcs et les arbalètes. Sur le champ de bataille, hein, attention, parce qu'à la chasse, c'est encore très présent, rapport au fait que ce soit bien plus discret que les fusils. Et entre les premières armes à feu et cette période, il aura donc fallu plus de 200 ans pour que cela arrive progressivement, le remplacement des arcs et des arbalètes par les armes à feu. Et ces armes à feu continuent ensuite leur développement jusqu'à nos jours. Si on regarde l'histoire de l'armement individuel de ce type, les armes à feu, eh ben c'est quasiment une invention majeure tous les 30 ans. Et selon les périodes, c'est plutôt tous les 10 ans. Maintenant, partons un peu sur les arcs et les arbalètes pour équilibrer, et normalement, vous allez commencer à comprendre une des premières raisons de notre question du jour. Au Moyen-Âge, les arcs sont arrivés en bout de course. C'est une arme qui existe depuis déjà plusieurs millénaires, et avec des formes, des tailles et des puissances variées. Certains modèles sont dits monoxyles, c'est-à-dire faits entièrement dans une pièce de bois, d'autres modèles sont composites. Composite, ça veut dire qu'ils sont fabriqués avec plusieurs matériaux pour en améliorer les propriétés. On va par exemple utiliser du tendon animal pour rendre l'arc plus flexible à certains endroits, de la corne pour qu'il soit plus dur à d'autres endroits, et divers types de bois. Et ça, c'est un artisanat de précision qui est encore aujourd'hui très pratiqué et est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité pour les Turcs. Bon, mais au bout d'un moment, même si on a plein de petites adaptations, on va surtout essayer d'augmenter les puissances pour taper plus fort et plus loin. Le problème, c'est que les capacités humaines, elles sont pas extensibles et qu'on peut pas avoir que des Captain America sur le champ de bataille. Et ça, c'est un truc qu'on voit bien sur les célèbres archers anglais de la fin du Moyen-Âge, parce qu'à cette époque, les puissances des arcs de guerre sont devenues très importantes. On parle de 80 à 120 livres, mais leur utilisation est tellement violente pour le corps qu'elle déforme tout le squelette et le physique des tireurs. Pour vous donner un point de comparaison, les archers olympiques tirent avec des arcs qui sont au moins 3 fois moins puissants que ça. Cela dit, l'être humain étant quelqu'un d'inventif, surtout vis-à-vis de l'amour de son prochain, il avait déjà trouvé une solution à ça, l'arbalète. Alors difficile de dire qui a inventé l'arbalète, les Grecs et les Chinois se battant pour la paternité de ces beaux engins. Le concept est simple, si on met un arc sur un arbrier, eh bien on peut tendre plus facilement des puissances plus importantes et y rajouter tout un tas de mécanismes pour toujours plus de puissance. Le modèle d'arbalète historique tel que nous le connaissons, on en a des traces dès le 2e siècle en Auvergne, on appelle ça l'arbalète du Crozatier, et ça ressemble à ça. L'arbalète étant un système mécanique, elle continue de se développer dans le courant du Moyen-Âge. On augmente les puissances et on modifie ces systèmes mécaniques pour les armées. Au début, on charge ça tout simplement avec ses pieds que l'on met de chaque côté de l'arbrier sur l'arc. Puis on utilise des crochets et un étrier, mais également un système avec un énorme levier. On a aussi un système à crémaillère et un système de poulies comme celui-là qu'on appelle une moufle. Alors me demandez pas si c'est un rapport avec les moufles pour le ski, pour le coup j'en ai absolument aucune idée. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Enfin tout ça c'est bien beau, mais on peut quand même pas augmenter les puissances indéfiniment. En plus, qui dit augmentation de puissance dit difficulté à armer l'arbalète. Donc invention de systèmes complexes pour le faire, et forcément une cadence de tir qui baisse.
Sur l'arbalète à pied et étrier, on peut avoir une cadence de 6-7 carreaux à la minute pour les plus rapides, contre 10 flèches sur un arc. Et plus on augmente la puissance, plus ça baisse, de manière assez logique. C'est comme ça que les arbalètes bien bourrines de la fin du Moyen-Âge, on est plutôt à 2 ou 3 tirs à la minute en moyenne, et ça descend à 1 ou 2 pour les plus puissantes. 2 à 3 tirs à la minute, c'est exactement la cadence de tir des mousquets et des arquebuses. Maintenant, attention, souvenez-vous, la cadence de tir c'est une mesure qui ne sert pas à grand chose en fait. Ça dépend beaucoup de ce que vous voulez faire avec. Un arbalétrier n'a aucun intérêt à tirer vite, il doit tirer juste. Un archer peut tirer vite, mais surtout tirer judicieusement parce que ses munitions ne sont pas infinies. Notez ça, vous allez voir, ça va nous servir par la suite. Donc globalement, je disais, les arcs et les arbalètes à ce moment-là sont arrivés en bout de course de leur développement technique à l'époque où apparaissent les premières armes à feu individuelles. Il y a deux choses qui vont réellement changer la donne pour les arcs et les arbalètes, mais bien plus tard. Bien trop tard en fait. La première, c'est l'utilisation de matériaux contemporains qui permettent d'augmenter la fiabilité et l'entretien des armes. La deuxième, et probablement la plus importante, c'est le système à poulies, et il aura fallu attendre le XXe siècle pour ça. Alors c'est hyper cool, ça permet de développer les puissances sans système de chargement mécanique complexe, mais on parle des années 60. Et c'est-à-dire qu'à cette époque, les armes à feu, elles sont passées au fusil d'assaut, donc l'arbalète sur le champ de bataille, c'est plus trop l'ambiance. Même si attention, ça sert encore un peu à la marge, comme lance-grappin dans certaines armées asiatiques, et comme arme pour certaines missions des forces spéciales. Voilà, j'ai un peu posé le décor et vous avez un premier élément de réponse que vous devez en avoir déduit. Mais c'est loin d'être le seul, et pour comprendre le sujet dans son ensemble, on va parler d'un élément déterminant dans ce genre de réflexion, l'échelle de la vision. L'échelle de la vision, c'est ce truc qui dit que selon la place où vous vous trouvez, vous n'avez pas la même vision sur ce que vous regardez. Et que bien souvent, pour juger une situation, il faut que vous arriviez à percevoir et comprendre toute l'échelle, et pas seulement un barreau ou deux. Et c'est là qu'on tombe sur le problème de nos fusils et de nos arcs. Parce qu'en fait, cette question du grand remplacement, elle est ressortie quand j'ai publié ce format court. On y voit le chargement d'un mousquet au XVIIe siècle, vers 1625, soit l'époque des Trois Mousquetaires. Vous avez vu qu'on plus mauvais d'ailleurs. Le principe, vous en avez 40 qui tirent, il y en a forcément un ou deux, voire plus. Alors, la météo, là, ne l'aide pas. Non pas qu'il pleuve, mais avec l'humidité ambiante, il y a la peau des capricieux. Vous voyez l'encrassement. Celui-là, il a tiré 2 fois ce matin, 1 fois hier. Vous voyez déjà la gueule du canon. Regardez là, juste en mettant la baguette. Regardez ce matin avant. Alors elle est claire, ça veut dire que là, encore elle fait un bon truc. Nous on s'oriente à l'arrière. Si j'entends des cloques, ça veut dire que c'est pas bon du tout, c'est qu'il y a des résidus au fond. Là, ce ting-ting qu'on entend, ça veut dire que c'est là. C'est bon Yannick? Restez tendu. Voilà, la courde est capricieuse à cause de l'humidité. Et vous êtes énormément à avoir répondu que vous ne compreniez pas comment une pétoire pareille, qui a l'air aussi peu efficace et peu fiable, longue à charger, difficile à manipuler, comment ce machin-là, il a pu remplacer les arcs et les arbalètes. Et ça, c'est parce que vous ne voyez que le premier barreau de l'échelle, et pour parler de la suite, il va nous falloir équiper notre échelle. Voilà, on part d'ici, c'est-à-dire l'arme elle-même, pour arriver tout au bout de l'échelle à la vision la plus globale qui soit. Mais je vais vous expliquer. Premier barreau de l'échelle. En 1620, les armes à feu individuelles existent depuis environ 1 siècle et demi. Et un soldat de base comme un mousquetaire, il peut en avoir une. Ici, il a un mousquet, c'est pour ça qu'il s'appelle mousquetaire. Voilà, simple, basique. Son arme, le mousquet à mèche, c'est une technologie qui existe depuis à peu près le début des armes à feu, on en parlait il y a un instant. Donc on la connaît bien, elle est relativement fiable en termes d'allumage et de tir. Le mousquet lui-même a une portée effective d'environ 300 mètres, c'est-à-dire qu'il est considéré comme efficace jusqu'à 300 mètres. Il doit être manœuvré avec une fourquine, c'est ce truc-là, pour pouvoir le poser. Parce que oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez long, c'est assez lourd, et ça permet de moins se fatiguer déjà de base, mais ça a une autre utilité bien pratique. Si l'ennemi s'approche de trop près, vous pouvez lui coller des grands coups dans le nez avec. Tout ça, ça fonctionne à la poudre noire et ça tire des balles rondes en plomb. C'est fonctionnel, mais pas d'une efficacité diabolique non plus. Beaucoup de pièces d'armure peuvent arrêter les balles, et selon le tir, la balle peut être freinée ou arrêtée par des vêtements en laine un peu épais. Alors attention, ça tue quand même.
C'est très difficile pour nous qui connaissons surtout nos armes à feu modernes qui fonctionnent plutôt bien, mais imaginez qu'à l'époque, si vous tirez, vous n'êtes pas sûr de toucher votre adversaire parce que l'arme a une précision pas dingue et que la balle perd vite de l'énergie, donc elle peut vite être arrêtée aussi. Pour autant, ça arrive quand même de faire du dégât avec, et ça vient de la manière d'utiliser l'arme, mais je vais en reparler dans quelques instants. La cadence de tir est d'environ 2 à 3 tirs par minute pour les mousquetaires bien entraînés, dans le cas de tir continu. Mais je vais en parler dans quelques instants. Après, attention, le truc de cette époque, c'est qu'on ne tire pas vraiment sur une cible précise, mais plutôt dans une direction. L'idée, c'est d'opposer un mur de plomb à l'ennemi, et plus vous êtes proche, plus vous êtes sûr de faire des dégâts. Mais je vais en reparler dans quelques instants. Pour ce qui est des arcs et des arbalètes de la fin du Moyen-Âge, on va être sur une portée effective à peu près similaire. Cependant, les projectiles étant plus lourds et munis de pointe, que ce soit les flèches pour les arcs ou les carreaux pour les arbalètes, leur pénétration est bien meilleure que les balles de mousquet. Certains carreaux d'arbalète les plus puissants peuvent même percer certaines armures, et en termes de cadence de tir, pour un archer entraîné on peut être à 10 flèches placées à la minute, ce qui est beaucoup plus que le mousquet. Et les arbalètes, ça dépend de la puissance et du système mécanique pour la recharger. Alors, disons à la grosse qu'on est à 6 carreaux par minute pour les moins puissantes et 1 à 3 pour les plus bourrines, donc plus ou moins pareil qu'un mousquet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 1625, arc et arbalète seraient techniquement plus efficaces ou au moins aussi efficaces que les mousquets. Et c'est ça que vous avez vu, et c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Parce qu'en fait, eh bien, il faut passer au barreau du dessus. Et le barreau du dessus, les amis, c'est la tactique. Comment on s'en sert de ces trucs? Pour les arcs et les arbalètes, on fait des lignes, les lignes tirent, et c'est parti pour la bataille. On a parfois des arbalétriers à cheval ou des utilisations spécifiques, mais ça reste pas le plus courant. Toutes ces troupes vont globalement rester en arrière des lignes et faire du tir de soutien pour les troupes de contact, c'est-à-dire l'infanterie ou la cavalerie. Parfois ils peuvent être mixtes, c'est-à-dire aussi conçus pour le contact rapproché, mais c'est assez rare. On retrouve ça surtout chez les archers anglais et les arbalétriers d'élite. Bon, je simplifie parce qu'en fait le truc est bien plus complexe, mais vous voyez l'idée. On les laisse en arrière, ou sur des points stratégiques, ou pour de la défense de forteresse, ou de l'attaque de forteresse d'ailleurs, et voilà. Pour nos mousquetaires, on peut aussi faire de la défense de place forte, mais sur le champ de bataille, on va fonctionner en feu roulant. C'est-à-dire que souvent on a 3 lignes. Lorsque la première ligne tire, la deuxième patiente, et la troisième recharge. Quand la première ligne a tiré, elle rentre dans les rangs pour aller recharger, la deuxième ligne devient la première ligne, tire, et ainsi de suite. Faire rouler ces lignes comme ça permet d'avoir toujours des gens prêts au combat en première ligne, et ici donc, toujours des gens prêts à tirer. Du coup, le fait que ce soit long à recharger, c'est pas super grave, parce qu'en réalité, ce système permet une cadence de tir assez élevée, puisqu'il est pris dans son ensemble, et pas juste individuel à travers un seul tireur sur une seule arme. Autre avantage, souvent les mousquetaires ne sont pas déployés tout seuls. Au lieu de les laisser en arrière, on va mixer les unités, et pour ça les Espagnols sont devenus très très forts dans ce qu'on appelle les tercios. Alors la recette d'un bon tercio, c'est quoi? Vous commencez par une bonne rasade de piquiers en rang serré qui vous servent de forteresse mobile. À l'intérieur, pour défendre la forteresse, hop, on met une bonne dose de nos mousquetaires. Et enfin, on saupoudre tout ça de quelques combattants mobiles pour protéger les flancs et soutenir la formation. Ça veut dire que non seulement les mousquetaires font leur feu roulant, mais ils sont protégés en plus par leur forteresse mobile, les piquiers. Et ça veut dire quoi? Eh bien qu'au lieu de rester en arrière et de tirer parti de la portée maximale de leur arme, ils vont pouvoir se rapprocher au plus près de l'ennemi, ce qui rendra toutes ces armes bien plus efficaces. Parce qu'il y a une différence entre la portée maximale et la portée efficace. Et oui, si les balles ont moins de distance à parcourir, elles perdent moins de capacité de pénétration, et c'est comme ça que le mousquet gagne énormément en efficacité. Donc sur le barreau de l'échelle, la tactique rattrape facilement les faiblesses individuelles du mousquet. Et ce n'est que notre deuxième barreau, parce que vous allez voir qu'on va remonter encore plus loin. Le troisième barreau, c'est celui du contexte. C'est-à-dire qu'on se pose la question suivante: comment le mousquet est arrivé sur le champ de bataille? Et comment on fait en sorte d'avoir des mousquetaires qui tirent? Et comment on fait en sorte d'en avoir des mousquets? Et ça veut dire qu'on va parler de l'industrie et de la logistique. Et oui, parce que tous ces trucs-là, faut bien les fabriquer et les déplacer. Oh non, je l'ai cassé! Les carreaux et les flèches sont faits à peu près pareil. Vous prenez du bois, vous taillez le fût pour faire le corps de la flèche. Ensuite, vous prenez des plumes, vous les taillez, vous les collez pour faire l'empennage. Ensuite, direction la forge, vous prenez un bout de métal que vous formez pour faire une pointe.
Pour les flèches, il faut aussi creuser ou sculpter l'encoche qui permet de mettre la flèche sur la corde et ligaturer les plumes avec du fil pour améliorer la solidité de l'ensemble. Et vous l'aurez compris, c'est long et cela fait appel à plusieurs matériaux, plusieurs spécialités, augmentant d'autant plus la durée de fabrication. Maintenant attention, pour faire une pointe de flèche, un bon artisan peut faire ça en moins de 5 minutes sans souci, un fût ça se taille vite aussi, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ben ça peut faire long, surtout comparé au mousquet. Parce que notre mousquet, là, il a besoin majoritairement de deux choses, des balles en plomb et de la poudre. Les balles en plomb sont fondues et coulées dans des moules qui permettent de faire énormément de balles très rapidement. La poudre, il faut récolter du salpêtre, du charbon et du soufre, broyer tout ça et hop, ça fait de la poudre noire. Il y a aussi les mèches des mousquets, mais ça se produit très vite en très grande quantité. En fait, fabriquer les projectiles de mousquet prend un temps infiniment plus court que fabriquer des flèches et des carreaux. Avec une industrie bien organisée, vous pouvez produire extrêmement rapidement de quoi fournir les munitions de tous vos régiments. Alors certes, il y a aussi des savoirs techniques, mais des exécutants qui n'ont pas besoin d'être des artisans. En fait, on est là face à un artisanat à grande échelle pour les arcs et les arbalètes, et une proto-industrie pour les armes à feu. C'est d'ailleurs la même chose pour les armes elles-mêmes. Un mousquet de base, ce sont des pièces qui peuvent être produites quasiment en série et que l'on peut changer facilement si l'arme a un problème. On avait déjà un peu ça pour l'arbalète, mais comme il en existe beaucoup de modèles différents, c'est pas si simple à adapter. Bon, puis pour ce qui est de l'arc, un arc brisé, c'est un arc foutu, ça ne se répare tout simplement pas. Donc le mousquet peut être produit en série, en grande quantité, et il a une meilleure réparabilité que les arcs et les arbalètes. En fait, retenez globalement que fabriquer une arbalète par exemple, ça demande pas mal de compétences et de techniques, alors que fabriquer un mousquet, c'est beaucoup plus facile parce que ce n'est pas une technologie très complexe en réalité. Et même si mon truc est pété, on va quand même reprendre un petit peu de notre barreau de l'échelle parce que oui, il y a l'industrie, mais tout ça, faut le transporter. Et là encore, vous commencez à comprendre le truc, le mousquet va s'en sortir beaucoup mieux. La place que prend une flèche pour un archer, c'est la place que prennent toutes les balles d'un mousquetaire. Ajoutons, disons, 4 flèches de plus, et c'est la poudre nécessaire. Avec 5 flèches, un archer tient quelques minutes dans sa bataille, et avec l'équivalence en volume, le mousquetaire fait toute la bataille, sans trop avoir besoin de s'économiser, et il peut tirer beaucoup plus. Un archer lors d'une bataille embarquait au moins 20 à 30 flèches, je vous laisse deviner la logistique que ça demande lorsque vous avez des milliers d'archers, et forcément, si vos projectiles prennent beaucoup moins de place, c'est plus facile à transporter, et donc moins cher. Et quand vous avez toute une armée à ravitailler, c'est vachement plus pratique. L'échelon de la logistique, il est hyper important. La totalité des théoriciens de la guerre, qu'ils soient contemporains ou de diverses périodes historiques, ils sont tous du même avis. La logistique, c'est ce qui fait gagner ou perdre des batailles. Nourrir les soldats, les équiper, les déplacer, imaginez les énormes économies que vous faites avec des munitions qui prennent au moins 10 fois moins de place. Et ça fait encore des points pour les mousquets et les arquebuses. Et pourtant, je vais reprendre mon petit truc pété parce qu'il reste encore un bateau de l'échelle. C'est celui dont on a parlé en tout début de vidéo, la perspective. Mais parce que remporter des batailles ou des guerres, ou de manière générale emmener des gens vers une sortie de crise ou un avenir, cela nécessite justement de faire des paris sur cet avenir. En l'occurrence ici, la plupart des généraux d'Europe, ils ne s'y sont pas trompés. Ils ont préféré parier plus ou moins vite sur une technologie qui semblait évoluer très rapidement en s'améliorant régulièrement, plutôt que des armes qui étaient déjà en bout de course. Et regardez dans notre vie de tous les jours, les exemples de ça sont très nombreux. Parfois nous préférons choisir des méthodes qui ont fait leurs preuves le temps que les nouvelles soient plus fiables. Mais parfois on se dit aussi que ça vaut le coup de prendre un risque sur des nouvelles technologies qui nous plaisent et dans lesquelles on croit. Si vous voulez un exemple, regardez le monde de l'automobile. Les questions autour du passage progressif aux boîtes automatiques ou à l'hybride, et nous vivons en ce moment même les questionnements autour de l'électrique et des précurseurs qui croient énormément à l'hydrogène. Eh bien imaginez que le passage de l'arc au fusil, c'est comme si vous me demandiez comment on a pu passer des calèches aux voitures. Certes, au début c'est pas toujours hyper pratique, mais ça a quelques avantages. Pour autant, il est facile de se dire qu'une technologie est à la fin de ses capacités et une autre à ses débuts. Et ceux qui l'ont perçu en avance et ont investi dedans, ils ont aussi rendu ça possible. Et voilà, si on regarde juste le premier barreau, l'arme seule, alors on a du mal à comprendre, et c'est normal. Pour comprendre, il faut avoir une vision d'ensemble de toute l'échelle. Et une arme sur un champ de bataille, c'est pas juste une arme sur un champ de bataille, c'est aussi le gars qui s'en sert, les copains du gars qui s'en sert, comment ils s'en servent tous ensemble, de quoi ils ont besoin pour s'en servir, et aussi de l'avenir en lequel ils croient.
Et ça, en histoire, en fait, ça fonctionne pour tout. Une paire de chaussures, c'est certes comment on se sent dedans et sa durabilité, mais aussi qui a fabriqué ça, avec quel matériau, et qu'est-ce que ça dit de vous et de l'époque si vous portez ça, le prix. Pour comprendre ces chaussures, en fait, pour comprendre les chaussures, il faut prendre plein de paramètres en compte. Et tous ces paramètres nous aident à comprendre comment les armes à feu ont remplacé les arcs et les arbalètes. Elles avaient l'avenir devant elles et sont rapidement devenues plus pratiques sur plein de points différents, que ce soit la tactique, la fabrication ou la logistique. Et c'est ce que j'essaye de vous raconter souvent ici. Élargissez votre esprit, pensez plus loin, faites fonctionner votre imaginaire, mais aussi posez-vous des questions pour essayer de comprendre. Soyez curieux, l'histoire est un terrain de jeu passionnant sur lequel nous pouvons tous et toutes jouer, alors pourquoi s'en priver? Allez, merci d'avoir suivi ce petit sujet. Comme toujours, soutenez la chaîne en likant, partageant et commentant la vidéo, c'est toujours très important. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet, et d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.